très rigolote, très joyeuse, je faisais des spectacles, je dansais, etc. Et en même temps, j'avais une mélancolie que je ne m'expliquais pas, avec des phases de tristesse profonde. Et là, ben, je vais commencer une enquête, quoi. Et je vais retrouver que j'ai un demi-frère, que ma mère a 16 ans et demi, 17 ans, est tombée enceinte. Mon grand-père était militaire, il travaillait dans les colonies. Elle est tombée amoureuse d'un gars là-bas, à Cayenne. Et savoir d'où on vient pour choisir où on va, c'est important aussi. Par exemple, j'ai une tante, elle adore les chaussures, elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle a des dizaines et des dizaines de chaussures. Et un jour, je dis à ma mère, elle disait oui, quand même, elle exagère, elle n'a pas d'argent, elle achète trop de chaussures. Il dit, mais je pense qu'il y a des mémoires de pauvreté dans notre famille où on n'arrivait même pas à se chausser. Je dis, tu regardes, les gens, ils se protégeaient les pieds avec des sacs de patates, là, en jute, et ils ficelaient. Il n'y avait pas de chaussures, il n'y avait pas de souliers. Et je lui dis, tu sais pourquoi? Je le sais. Tu as une expression que tu utilises souvent, c'est les va-nu-pieds. Regarde-moi ces va-nu-pieds. Bon, il y a des drames très, très lourds, mais c'est arrivé aussi à se déconnecter de cette histoire lourde qui ne nous appartient pas pour vivre notre meilleure vie derrière, essayer au moins. Alors, je ne suis pas magicienne, hein, je le dis, parce qu'il y a des gens qui croient qu'une séance va bouleverser leur vie et puis que tout va s'arrêter du jour au lendemain. C'est aussi un chemin vers soi. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, c'est une émission qui me tenait particulièrement à cœur parce qu'on entend souvent, de plus en plus d'ailleurs, il faut travailler le transgénérationnel par-ci, par-là. Et j'avais pas forcément, moi, de mon côté, les outils pour. Et donc aujourd'hui, je reçois Nathalie Riet-Pommier, qui est psychogénéalogiste et qui vient déjà nous partager sa passion, parce qu'à ce niveau-là, c'est une grande passion que de découvrir les histoires et surtout d'aider les autres à prendre conscience de ce qu'ils engramment. Mais je vais pas vous spoiler l'émission, là, je pars trop vite. Non, mais de ce qu'ils engramment et surtout, déjà, donc prendre conscience et comment se débarrasser de tout ça. Quand je dis ça, c'est pas se débarrasser de sa famille. Non, c'est de se débarrasser des fardeaux. Donc Nathalie vient nous parler de tout ça. J'ai passé un excellent moment avec elle. Il y a des anecdotes, il y a de la passion, il y a des exemples. C'est tout ce que j'aime pour réussir une émission, c'est tout ce que j'aime. Je pense qu'il y en aura une seconde parce que il y avait tellement de choses à dire. Donc je compte sur vous. Vous mettez en commentaire. Plus il y en aura évidemment, plus ça va nous motiver à en refaire une deuxième. J'espère que vous apprécierez Nathalie autant que moi. Donc je vous laisse entre elle et moi. Mais avant, je voulais vous rappeler que cette émission c'est la vôtre. Donc grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager, à vous abonner, à commenter. Et là je compte sur vous si vous voulez un second volet. Et je voulais aussi vous redire que si vous désirez votre émission sur la chaîne de la spiritualité pour tous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un très bon moment et je vous dis à tout vite. Ciao. Bonjour Nathalie, bienvenue sur la chaîne. Merci d'avoir, merci la vie de nous avoir de nous avoir fait nous croiser. Avant de commencer, comment vas-tu? Ah, je vais très bien. Très, très bien. Je suis ravie de te rencontrer aussi et d'intervenir sur ta chaîne. C'est super. J'aime toujours venir témoigner, raconter des histoires. Et alors, moi, en plus d'avoir accroché avec toi, mais ça nous appartient à toutes les deux, Oui. tu vas nous parler d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais à mon sens, on l'a pas vraiment abordé en profondeur, on va dire, encore sur la chaîne. C'est la psychogénéalogie. Et je pense qu'avec toi, on va avoir beaucoup d'anecdotes, des choses à la fois dures, mais aussi rigolotes. Et toi, donc, tu t'appelles Nathalie. Mais sur ton site, c'est Psychopaillettes. Donc, il y a un côté important parce qu'on va aller travailler sur les mémoires et sur le transgénérationnel. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, un côté, on essaie de se débrider. Le but est d'aller vers du mieux. Donc, on va avoir un beau petit mélange et vraiment un grand merci. Donc, tu es psychogénéalogiste, tout simplement. Tout simple. Tout Et simple. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la psychogénéalogie, bien, ça remonte à Anne-Ancelin Schunsorberger, qui était psychologue et maître, professeur à l'université de Nice et qui consultait. Elle s'est aperçue
que dans les gens qu'il a consultés, les traumas ou les blocages, les choses qu'il mettait en place, étaient des résonances, mais de traumas qui n'étaient pas les leurs. C'était des histoires qui étaient arrivées dans leur famille, surtout au moment de guerre ou pas mal dans les familles juives. Ils avaient développé des comportements, voire des pathologies qui étaient plus liées à l'histoire de leurs grands-parents qu'à la leur ou de leurs parents. Et donc, elle a fait une étude là-dessus et on a pu mettre en lumière qu'effectivement, sans le savoir, on pouvait être porteur de notre histoire familiale sur plusieurs générations. C'est-à-dire qu'un événement, un trauma, une situation, quelque chose de triste et non exprimé dans la famille, si ça n'avait pas été réglé et conscientisé, pouvait d'une manière invisible se transmettre aux générations suivantes. Et on a mis en place, elle a mis en place des petits outils de décodage. Et quand je présente ce métier sur mon site, je dis que notre arbre, c'est comme un cloud en informatique. Il détient plein d'informations et avec nos outils, on va les tirer des petits fils pour aller mieux comprendre le système familial et pourquoi on est venu, nous, régler quelque chose à travers notre histoire. Donc, parce on peut parler de transgénérationnel en général dans la spiritualité et d'ancienne vie. Toi, on est d'accord, la psychogénéalogie se concentre, et c'est déjà beaucoup, sur la famille naturelle, biologique ou adoptante d'ailleurs, ça on peut en parler. Ça fonctionne aussi, tout à fait. Mais tu vas pas voir les vies antérieures, on te consulte pas pour ça. Ça, je fais pas. Parfois, ça, je l'ai plutôt, c'est du magnétisme, je vais plutôt connecter des histoires, mais je suis pas du tout à l'aise avec ça, c'est pas mon domaine. Donc, si je pressens quelque chose parce que je suis bloquée sur un arbre ou autre, je renverrai éventuellement vers quelqu'un qui fait des recherches sur les vies antérieures. Et je vois là derrière, tu vois, j'avais pas fait gaffe, tu as un magnifique tableau d'un arbre, mais moi, je me dis que le mien, il ferait 10 fois ça. C'est que des familles avec 4, 5, 6 enfants chez moi. Oui. Et les mariages et compagnie. Mais on va pas parler de ma famille. Pas là. Pas en public. On en parlera toutes les deux, si tu veux. Je travaillerai sur ton arbre. Non. Et alors moi, non, mais par contre, blague à part, moi, il y a un truc qui m'a marqué. Donc moi, je m'appelle Marie-Louise Albert, tout le monde le sait. J'ai enterré mon papa il y a 2 ans et demi. Et en fait, les pompes funèbres m'appellent parce qu'ils ne savent pas quel caveau, si c'est le 1 ou le 2. Et on me dit, mais quelle est la dernière enterrée, le dernier enterré? Je dis, c'est sa grand-mère, Marie-Louise Albert. Et là, je percute. Et j'ai prévenu mes sœurs. Je leur ai dit, il y a mon nom, quoi. Et ne soyez pas étonnés, il y a mon nom. Et moi, ça me fait sourire parce que je me dis que papa, il est toujours avec moi. Il l'est, mais voilà. Et ça m'a fait tilter parce que c'est pas banal. Je suis quand même écrit sur la tombe de mon père. Mais fin de la parenthèse. Oui. Comment donc, je peux comprendre l'appétence pour l'exploration et compagnie, ça, on va en parler juste après. Mais qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu vas vers ça? Est-ce que tu as toujours fait ça? Comment c'est arrivé dans la vie de Nathalie, la psychogénéalogie? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je vais avoir une histoire de vie simple et compliquée à la fois, mais c'est surtout adulte où je vais me rendre compte qu'il y a des dissonances dans ma vie, des répétitions, des divorces, j'en ai eu 2, une instabilité professionnelle, alors que je valorise aujourd'hui, mais que je vis très mal à l'époque. Je vais avoir une faillite, je vais monter un spa, enfin, je vais changer plusieurs fois de métier, je vais monter un spa, je vais avoir une liquidation de cette affaire, donc je vais tout perdre à un moment donné, j'ai plus de nom, j'ai plus d'argent, j'ai plus de métier, j'ai plus rien. Et ça m'interpelle. Et c'est une histoire de synchronicité. Alors, j'ai eu des petites choses aussi, parce que j'ai de la clairaudience. Donc, avant, je vais m'éveiller un petit peu au fur et à mesure à tout ça. Quand je masse, j'ai des connexions avec les gens, je peux leur raconter leur vie. Mais pour moi, apparemment, tout le monde fait comme ça. Je n'ai pas l'impression que j'ai quelque chose de plus ou de différent. Beaucoup d'empathie pour les gens, je comprends, dans leur comportement, leur attitude, je décode des choses. Mais moi, je me retrouve face à un mur, je me dis, mais Nathalie, c'est pas possible, c'est où tu sors de ça, ou à un moment donné, tu vas t'écrouler, mais avec un désir parfois de plus vivre, même si je suis maman, j'ai des enfants, mais à me dire, mais j'ai plus de force, quoi, j'ai pu y arriver. Et synchronicité faisant, eh bien, je vais
pendant le Covid, je suis à Paris avec mon mari actuel. On a un commerce, on va travailler beaucoup, c'est un commerce de bouche. Et je vais avoir du temps libre aussi à côté. Et hasard ou pas, en pianotant un peu sur Internet, je vais rencontrer des capsules sur la psychogénéalogie. Et ça va me parler, mais ça va résonner. Et je vais me dire, mais là, il faut que tu ailles vers la psychogénéalogie. Tout simplement parce que je vois qu'en psychogénéalogie, on parle de secret et de non-dit. Et j'ai mis le doigt dessus lorsque j'avais 30 ans. J'étais enceinte de ma deuxième fille. Hasard, je n'y crois pas, donc synchronicité. Et je vais inscrire mes filles et celles de mon mari à ce moment-là, qui est veuf, et j'élève aussi ses enfants, nos filles, donc dans un club de gym près de chez nous. Et la présidente du club est une cousine de ma mère, qui a été ma prof de sport au collège. Et donc, je vais beaucoup m'investir dans ce club parce qu'il y a 3 de nos filles qui font de la gym, donc gymnastique artistique. Eh bien, on fait des déplacements, des compétitions. J'ai du temps, je suis en congé maternité et je vais les accompagner. Et mes parents sont divorcés depuis pas mal d'années. Je ne m'entends pas très bien avec ma mère, voire c'est compliqué. Elle doit venir pour les vacances et j'en parle avec sa cousine. Elle me dit, et je lui dis, maman, quand elle n'est pas là, elle me manque, et quand elle est là, au bout de 2 jours, j'ai envie de la mettre dehors, c'est compliqué. Et elle me répond, tu sais, ta mère, ça a toujours été compliqué, surtout depuis cet enfant qu'elle a eu en Afrique. Et là, elle voit mes yeux. Je lui dis, mais ah, t'es pas au courant? Je lui dis, ben non, je suis l'aînée. Je suis pas du tout au courant. Et là, je mets le doigt sur un gros dossier, mais que je pressentais. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas dans ma famille. J'étais plus sur le truc abus ou des choses comme ça. Voilà, je savais qu'il y avait un manque de communication, une famille explosée, éclatée. Enfin, on ne se parlait pas. Et puis, je le ressentais moi-même dans mon corps. J'ai été malade adolescente, j'ai fait de l'eczéma, des trucs comme ça. J'étais quelqu'un de triste, mais à la fois très rigolote, très joyeuse. Je faisais des spectacles, je dansais, etc. Et en même temps, j'avais une mélancolie que je ne m'expliquais pas, avec des phases de tristesse profonde. Et là, je vais commencer une enquête, quoi. Et je vais retrouver que j'ai un demi-frère, que ma mère a 16 ans et demi, 17 ans, est tombée enceinte. Mon grand-père était militaire, il travaillait dans les colonies. Elle est tombée amoureuse d'un gars là-bas, à Cayenne. Elle est tombée enceinte. Et ça a été le scandale. La descente, tu vois. Donc, retour à Paris. L'avortement, c'est illégal. Elle va être placée en institution religieuse. On va la cacher. Puis, c'est une mauvaise fille. Puis, elle va mettre au monde un bâtard. Et néanmoins, il va être placé. Il ne va pas être abandonné à sa naissance. Il va être placé. Et l'idée, c'est qu'à sa majorité, ma mère ait fini ses études et puisse le récupérer. Mais mon grand-père ne veut pas entendre parler de cet enfant. Et entre-temps, ma grand-mère va rencontrer mon père, va tomber enceinte de mon père, vont devoir se marier et personne ne veut de cet enfant. Donc, elle va se résoudre à l'abandonner. Et moi, je suis là. Je suis déjà conçue quand elle l'abandonne. Donc, ma mélancolie, mon chagrin, ma peur de l'abandon, mon empathie, parce que moi, je veux être famille d'accueil. Mes petits amoureux portent le prénom de mon frère que je ne connais pas. Quand je suis... À chaque fois, j'ai rencontré des Christophe et ma mère a prénommé cet enfant Christophe, mais je ne sais pas toute cette histoire. Pour dire qu'il y a un inconscient, il y a une mémoire quelque part où on va engrammer toute l'histoire. Voilà. Donc, quand je vais rencontrer la psychogénéalogie, mon accompagnement, je l'ai fait avec Dominique Jacob, que j'adore, ça me passionne dans ces histoires. Et là, je vais poser sur un papier un truc et voir qui est à quelle place dans cette famille. Et ça va faire sens. Et déjà, rien qu'en voyant ça, comment les gens ne sont pas tous à la bonne place, comment moi, je pourrais trouver ma place. Voilà, sur mon site, ça va être ça, c'est trouver ta place, du coup, et choisir ta vie. Mais quand tu n'es pas à la bonne place, ça devient compliqué. Oui, parce que toi, tu évolues en tant qu'aînée. Bien sûr. Jusqu'au jour où tu es déjà maman, divorcée, donc tu es bien avancée dans la vie. Là, on t'apprend que tu n'es pas aînée. Et alors, ça peut paraître simple, mais non, c'est la place. Parce que ça, on demande souvent. Ça, on va beaucoup poser la question. C'est quoi ta place dans la fratrie? Donc, si tu es persuadée d'être l'aînée et qu'en fait, on ne te dit pas du tout, tu es le numéro 2, mettez le 1,5 ou le 1,75 ou le 0,5. C'est waouh! D'accord. Tout à fait.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on travaille du coup en psychogénéalogie. On a le carré parfait où on a le 1, 2, 3, le 1 en lien avec le père, le 2 avec la mère, le 3 avec le couple et on continue 4, 5, 6. Et ça va nous donner des pistes d'exploration. Et si on n'est pas à cette bonne place, parce que même un avortement, même une fausse couche, les mort-nés, on le sait ça, quand on travaille sur des arbres et qu'on a un mort-né dont on n'a pas parlé, puis que celui qui va venir derrière va venir en réparation, on va lui donner le même prénom que celui qui avait été souhaité pour cet enfant, soit qui est une fausse couche tardive ou un enfant qui est mort à la naissance. Et ça, on va le retrouver sur les générations passées, puisqu'on n'avait pas tout le soutien médical qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, les enfants décédés à la naissance, il y en a peu comparé aux générations passées, mais ça va rester quelque chose de triste. Mais quand tu parles là de ton histoire familiale, que c'est une mauvaise fille, ça on l'entend, faut remettre dans le contexte, faut remettre dans la génération. C'est notre éducation judéo-chrétienne. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que tu racontes. Tu n'as pas une famille pire que les autres. Mais moi, je vois, tu vois, tu parles de secret de famille. Après, peut-être que ça évolue avec les nouvelles générations, les parents qui ont une trentaine d'années, peut-être que la parole se libère. Mais moi, tu vois, j'ai une grand-mère, ma grand-mère maternelle a eu 6 enfants. Je suis incapable de te dire si elle a eu des fausses couches, eu un mort-né, je n'en sais rien. C'est complètement possible. Et je te mets mes 2 mains à couper que ma mère n'en sait rien. Parce qu'on ne parle pas de ça. Alors, comme le conscient ne le dit pas, l'inconscient, pour pas qu'on oublie, va œuvrer. Donc, tu peux avoir, s'il y a un mort-né, derrière, tu vas avoir un rené. René, je renais. Ah. On en a perdu un avant. Il y a des, et donc après, on parlera du décodage du prénom, du sens caché du prénom. Tu vois. D'accord. Et donc, c'est comme ça que toi, t'es appelé, tu perds tout. C'est intéressant, tu parlais de massage. Donc, toi, quand tu ouvres ton spa, c'est pour masser, pour travailler sur le corps. Tu captes des choses. Bon, la vie fait que ce complexe de spa, non, c'est pas pour toi. Tu rencontres cette cousine qui balance une bombe quand même, parce que même si tu l'as utilisée et que aujourd'hui, tu fais des paillettes, hein, je vais reprendre ton nom de scène, t'as transformé. J'imagine que c'est quand même très, très difficile à vivre. Et ma question est simple, c'est qu'est-ce que tout ça simple et bête quand même, qu'est-ce que tout ça a débloqué pour toi? Alors, ça ne débloque pas en une seule fois. Ce que ça a débloqué pour moi, c'est que j'ai pu comprendre pourquoi il y avait un problème d'attachement de notre mère avec nous. Elle était là, elle faisait le job, mais je voyais bien qu'il y avait un truc qui ne se passait pas avec ma maman, qu'il y avait un éloignement, voilà. Une non-communication dans la famille, donc on est triste. Moi, à chaque fois que je quitte un lieu, que je quitte des gens que j'aime, quand j'étais enfant, je pleurais. Je me disais, mais t'es pas normale, ma fille, pourquoi tu pleures tout le temps? Donc, ça me permet aussi de mieux comprendre mon système familial, de mieux comprendre ma maman, et c'est important. Et surtout, moi, en allant mieux, c'est de, comment dire, faire que ma relation soit bonne aussi avec mes enfants et que ça ne se rejoue pas dans la vie de mes filles. Parce que moi, en fait, je vais être mariée 2 fois. À chaque mariage, je vais faire un enfant. Ma maman aura abandonné donc juridiquement cet enfant vers ses 3 ans, voire un peu plus. Et moi, d'une manière symbolique, aux 3 ans de mes enfants, c'est le clash. Je vais quitter le papa, mon premier mari, à 3 ans, je pète les plombs, j'envoie tout balader, cette vie ne me convient pas, je pars avec ma fille, bon, on va faire une garde alternée, etc. La deuxième, je crois avoir une vie plus stable, là, c'est là que je vais reprendre des études, je vais faire de l'esthétique. Donc, il y a déjà 3 enfants de mon mari, ma grande à moi, on fait un 5e enfant, on a 5 enfants, et là, je suis heureuse, et puis non, pouf, tout d'un coup, ça pète, je pars dans tous les sens, je reprends des études, je m'éloigne du foyer. Tu vois, symboliquement, je recrée, pour mes enfants, vont le vivre comme un abandon, et je vais recréer ça, une forme d'abandon, de ne pas être en pleine présence avec mes enfants, de même pas pouvoir… et du coup, comme on ne parle pas, je vais faire, aujourd'hui on en parle, mais une dépression postpartum, elle peut pas être, ça va pas forcément être le premier mois, ça peut être un an après. Mais comme on ne parle pas, moi, j'ai bien engrammé dans ma tête qu'il faut que je me taise. Moi, je suis une enfant, et on en parlait encore récemment avec ma mère, tu étais calme, on ne t'entendait pas. Et c'était bien ce qui était engrammé. Et je me suis dit, comme j'étais
pour avoir réfléchi là-dessus, et là, dernièrement, je suis tombée sur un ouvrage, justement, Mémoire de fœtus, et la personne cite plein d'exemples d'histoires de qu'est-ce qu'on peut récupérer quand on est intra-utérin, quelle est l'histoire qu'on récupère de nos parents, parce qu'on récupère les émotions et les histoires de nos parents. Eh bien, j'ai dû me dire, toi, tu as intérêt à pas faire de bruit, il ne faut pas qu'on te voie, parce que tu risquerais, on risquerait peut-être de te confier à quelqu'un d'autre. Voilà. Waouh, c'est Les peurs brutal. d'abandon. Pardon? C'est brutal hein, ce que tu nous dis, mais merci de parler aussi facilement de toi. Tu as quand même la date là, ça c'est important. Il y a une mémoire. C'est comme si nos cellules imprimaient une mémoire de temps. Toi, c'est un délai, 3 ans. Il peut y avoir des mémoires de maladie. Et d'où l'importance finalement ouais, de remonter pour que la descendance, pour que tout se passe bien. Parce que toi, finalement, l'objectif, s'il y en a un, c'est d'aller mieux, mais d'être une bonne mère pour tes enfants. Bah aussi, voilà, parce que bah, tu vois, mon aînée elle est enceinte, donc elle va être maman dans pas longtemps. D'avoir pu nous reconnecter, parler librement l'une de l'autre, il n'y a pas de secret. J'ai pas de secret pour mes enfants, voilà, parce que elles-mêmes ont compris des choses par rapport à moi, parce qu'elles étaient fâchées après moi. Donc, Ben, normal. et c'est pas pour me dédouaner et tout larguer et dire c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. C'est je me comprends mieux, les filles, pardon, mais j'avais pas les clés. Maintenant, j'ai les clés, je sais. J'ai levé les verrous de quelque chose. Parce que pour te dire, quand j'apprends ça avec une cousine, elle me dit bah, ta marraine, la cadette, c'est plus de choses, et nana, elle est toujours chez tes parents. Et quand j'appelle mes tantes, on me dit, le premier truc qu'on me dit, c'est ah, non, mais ne ressors pas ça, tu vas tuer mamie. Et oui, mais mamie, elle est en fin de vie, et moi, je suis en début de vie. Et moi, depuis que je suis enfant, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas et que je pleure, un truc qui n'est pas à moi en plus. Donc, mamie, je suis allée la voir. Mamie, elle n'a pas du tout été gênée de m'en parler. Elle ne m'a pas dit tais-toi. Elle m'a expliqué son positionnement dans cette histoire-là. Et en plus, c'est très enrichissant. Donc maintenant que je pratique, et moi, ça me nourrit parce que je suis obligée d'aller explorer l'histoire. Et en plus, je travaille avec des gens avec des pays différents. Donc moi, ça me nourrit, ça m'enrichit. Pour comprendre la systémie de la famille, il faut bien remonter à l'époque où ça s'est joué l'événement. Il y a des choses qui étaient honteuses à une époque qui ne le sont plus aujourd'hui. Bah, notamment le fait d'avoir un enfant tôt, hors mariage, en colonie. A priori, ça n'existe plus aujourd'hui, hein, l'époque coloniale. Oui, ça, bien sûr, les mentalités évoluent. Et alors, en plus, toi, tu dis que tu travailles avec plusieurs pays. Donc, ça demande aussi de s'imprégner de la culture du pays. Parce qu'on ne va pas du tout traiter de la même façon quelqu'un qui a été élevé à Paris que quelqu'un qui était élevé à Mexico. Ou dans le Nord-Afrique ou dans le Centrafrique. Oui, ça demande un travail Mais oui, là, colossal. j'accompagne une jeune femme et son frère. Bon, ils sont d'origine coréenne. Une maman qui est partie quand ils étaient tout petits et qui ne les revoit plus, mais qui ne revoit plus sur le papier, abandon de droit parental. Et je vais faire des recherches sur la loi coréenne au moment de la séparation. Ça se passe en France, mais c'est imprégné dans l'histoire. Et jusqu'en 2015, en cas de séparation, de divorce en Corée, le mari, peu importe qui décidait du divorce, gardait les biens et les enfants. Donc, quelque part, la maman n'a peut-être fait que appliquer ce qui s'est toujours fait dans sa culture, même si elle aime ses enfants. Je ne peux pas en être sûre à 100%, mais au moins, la personne qui me consulte, je vais aller faire aussi en plus des recherches pour dire regarde, peut-être que tu peux explorer ça et que ce n'est pas 100% un abandon, c'est peut-être l'application d'une façon de faire dans le pays parce qu'elle choisit peut-être d'aimer un autre homme et du coup, ça implique qu'on demande dans ce pays-là qu'il faut machin. J'ai accompagné une jeune femme en Côte d'Ivoire, Nathalie. C'est pareil, je vais rechercher parce qu'à la base, quand elle m'envoie les informations pour que je puisse travailler sur son arbre et qu'on puisse le travailler à la séance en suivant, je vois qu'il y a une rupture de la maman, une rupture amoureuse, elle a 2 enfants et qu'après, elle va rencontrer le papa Nathalie, elle va avoir d'autres enfants avec lui. Et je me dis, tiens, puis c'est en ça que des fois j'ai des connexions, qu'est-ce qui se passe quand 2 personnes de 2 ethnies différentes en Afrique s'aiment et que les ethnies ne se supportent pas, elles ont des divergences? Qu'est-ce qu'on fait?
il s'avère que quand on a démarré la séance avec Nathalie, j'étais bien tombée sur le bon truc. C'était une histoire de cet ordre-là à l'époque de sa maman où le mariage n'a pas duré parce que les familles se déchiraient et que bon, ils ont jeté l'éponge, ils se sont séparés et elle a refait sa vie avec quelqu'un. Mais ça peut impacter ma consultante qui, elle, aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité, ce genre de problème, mais elle va avoir difficulté à faire couple. Mais après, on va trouver c'est d'autres origines, c'est d'autres choses. Ça part de bien autre chose, tu vois. Waouh, mais c'est passionnant. Et alors, du coup, en règle générale, on verra des exemples plus concrets tout à l'heure. Ouais. Mais en règle générale, pourquoi les gens viennent te consulter? Parce qu'ils sont bloqués dans leur vie, donc ça peut être en amour, en santé, argent, etc. Et qu'ils voient bien qu'ils ont beau essayer bien faire ou changer la façon de faire, c'est toujours la même chose qui revient. Et à un moment donné, ils se disent, mais ça ne m'appartient pas. Et quand ils rencontrent la psychogénéalogie, ils se disent, mais oui, parce que quand on vient lire voilà, des exemples ou l'outil, ils se disent, mais c'est fort probable, c'est fort possible que moi, je me récupère de quelque chose. Ou, j'ai pas d'informations sur ma famille du côté de mon père. Ou, tiens, justement, ma grand-mère est décédée, il restait plus qu'elle, et puis il y a eu conflit, la famille a éclaté, mes oncles, ils ont fauché la moitié de l'héritage, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Ça vient toujours raconter quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient régler comme compte? Je suis obsédée par l'histoire juive, je suis sûre qu'il s'est passé un truc dans ma famille ou que j'ai des origines, etc. Et voilà, j'ai des exemples. Et on va me parler de problématiques de santé, par exemple des hommes, où on va avoir un phimosis, et ça va impliquer qu'on fasse une postectomie, donc c'est couper le frein, c'est l'équivalent d'une circoncision. Et le monsieur va me parler de circoncision. Quand je vais regarder le prénom de son père ou du grand-père, je vais avoir un prénom juif portugais. Bon, ok, on va aller chercher tes origines. Tu vois, donc je suis obligée de travailler la Seconde Guerre mondiale et combien il y a d'enfants qui ont perdu leur famille, qui avaient été placés, cachés dans des institutions avec des prénoms français et qui, à l'issue de la guerre, ont été mis dans des familles de Français. Certains savent leurs origines, d'autres ne le savent pas. Mais comme tes origines, c'est toi, à un moment donné, sous une forme ou une autre, ça va te travailler. Il va falloir que tu remettes en lumière d'où tu viens. Et savoir d'où on vient pour choisir où on va, c'est important aussi. Et je trouve que c'est un travail que beaucoup de gens devraient faire, voir tout le monde, comprendre sa famille, parce qu'il y a toujours des petites choses, des petits non-dits. Il y a beaucoup de migration aussi aujourd'hui. Donc, quand je viens d'Algérie, du Maroc, j'ai des gens en Belgique, mais qui sont des gens originaires de Croatie, du Kosovo, de Bulgarie. Et puis, on va retrouver des origines juives cachées, des adoptions. Et ça crée des dissonances. Quand dans une famille, tu as un couple, ils ont des jumeaux, et puis la sœur, elle n'a pas eu d'enfant ou elle a perdu sa petite fille juste avant, ils choisissent de donner leur fille à leur sœur. Mais ils n'ont pas fait des jumeaux pour rien. C'est-à-dire que suite au décès de cet enfant, ils vont faire des jumeaux. La gémellité, elle n'arrive pas pour rien non plus. Juste parce qu'on va avoir une fille, ils vont dire on va te soigner, nous, on va te réparer, on va te donner un enfant. Mais on ne donne pas son enfant. Enfin, je veux dire, en bas, ça va créer des problématiques, des dissonances. Ah, je savais pas que… Oui, mais tout se fait. Ah ouais. Quand tu as une ligne, je ne sais pas, 10 enfants, 13 enfants, et que y en a une, ça, je l'avais vu dans un… J'aime suivre les reportages de généalogistes successoraux. Ils cherchent une dame, il n'y a pas de descendants, etc. Mais ils voient que dans son histoire, elle arrive à Paris à 28 ans et qu'elle est du Val d'Oise. Donc, ils vont aller faire des recherches dans sa commune de naissance et dans les registres d'état civil. Ils vont voir qu'elle a eu un enfant à 12 ans et demi. 12 ans et demi. Donc là, tu peux chercher de l'inceste, parce qu'on ne sort pas, en plus à l'époque, mais que cet enfant, ce n'est pas possible qu'elle l'élève. Donc, on va le ramener, ça va être le secret de famille, dans la fratrie, c'est-à-dire qu'elle va grandir avec son enfant qui est son frère, son petit frère ou sa petite sœur. La petite sœur, elle va croire tout jusqu'à ce qu'on lui révèle le secret, parce qu'elle va avoir le secret révélé, donc c'est quand même quelque chose de bien quelque part. Mais elle va découvrir un jour que sa grande sœur est en fait sa maman. Donc forcément, ça fait des ça, c'est des histoires horribles. Mais moi alors toi, tu es passionné de généalogie. Moi, j'écoute des émissions de crimes et ça aussi, ça m'intéresse. Bon, il y a des cas comme ça. Alors, c'est vraiment terrible ce qu'on va dire, mais les cas d'enfants
de femmes, souvent de jeunes filles qui sont séquestrées par le père et abusées. Il y a eu un cas d'une nana pendant 20 ans. Son père avait fait un bunker, enfin horrible, et qui fait des enfants, évidemment. Les enfants sont les enfants du couple marié. Enfin, c'est horrible, et ça existe. Malheureusement, ça existe. Tu en Oui, ça parles. existe, bien sûr. Et l'inceste, malheureusement, toi, tu dois avoir des cas, c'est beaucoup plus présent qu'on veut bien l'accepter. Toi, dans tes consultations, moi, dans les miennes, c'est terrible. Bon, très bien, on a compris. Mais on peut venir si on n'a pas de cas graves, juste un petit blocage. La psychogénéalogie peut débloquer ou aider à comprendre. Alors, j'ai une question, parce que je sais que des gens vont se la poser. Moi, souvent, avec les cartes, on me dit non, ça me fait peur. Est-ce que les gens ont peur? Parce que là, bon, tu parles de sujets importants, mais est-ce que les gens peuvent avoir peur de ce que tu vas découvrir et sortir un peu faire ressusciter, quoi? J'ai des personnes, on va faire la première séance et derrière, ils vont pas donner suite. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Voilà. On va avoir quelques indices. C'est pas pour lever un loup, un truc hyper grave ou autre, mais c'est vrai de dire moi je sais, ou je dois poser des questions. Combien de fois on me dit mais moi je sais rien, mais moi je peux pas demander, hein, ils vont pas me dire, hein. Donc c'est qu'on sait qu'il y a un truc déjà dans le comportement, on ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui sorte. Voilà. Donc j'ai des gens, mais la plupart du temps, ça suit, hein. Derrière, ça suit et on va sur l'histoire, mais c'est pas forcément des choses dramatiques non plus. Tu vois, c'est sur la perception, c'est où je suis embêtante avec mon amoureux, j'ai toujours peur qu'il me trompe ou des choses comme ça. Et puis ça, on va travailler sur les croyances et les loyautés. C'est pas forcément un gros drame, mais c'est que les femmes ont été trompées dans la famille. C'est devenu, il y a des phrases toutes faites. C'est va falloir t'y faire, ma fille. Les hommes sont infidèles. Et ça, elle entend ça depuis qu'elle est gosse, donc c'est dans son cerveau. Bon, heureusement, le cerveau, il y a une neuroplasticité, on peut déprogrammer, reprogrammer des informations. C'est ça qu'on va faire à l'issue des découvertes, c'est de redescendre. Parce qu'elle en développe même des pathologies, des maux de ventre, des maux de rein, des peurs, etc., etc. Et quand on va échanger, surtout l'anamnèse et l'échange avec la personne est intéressant, parce que souvent je leur dis, moi c'est un petit peu long la première fois, parce que vous avez des phrases toutes faites, des mots-clés qui vont me diriger vers une histoire. Vous la connaissez en fait, l'histoire, sans le savoir. Vous savez où ça bloque. Parce que c'est des injonctions ou des phrases toutes faites qu'on reprend dans la famille. Je n'ai pas d'argent. Comment t'appelais ton père? C'était quoi ton... Ah, mon père n'était pas gentil, il me disait toujours ma pauvre fille, ma pauvre fille, ma pauvre fille. Je gagne de l'argent, mais je ne sais pas pourquoi l'argent ne reste pas. Tu restes une pauvre fille. Voilà, donc il va falloir déprogrammer ce que l'inconscient a engrammé de je suis une pauvre fille. Ouais, donc ça demande d'aller en profondeur, mais ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas toujours des gros secrets de famille comme toi, tu as pu avoir dans la tienne ou les quelques exemples que tu as donnés. Alors, c'est intéressant que tu parles d'anamnèse. Alors, comment se déroule pas une séance, tes séances et quel travail, parce qu'il y a, tu m'as dit avant qu'on commence, je suis exploratrice. Quel est ton travail d'enquête? Parce que je pense qu'il doit être colossal. Donc, comment ça fonctionne? Imagine, je viens, coucou Nathalie. J'ai cette problématique. Comment ça se passe? Alors, déjà, j'ai un petit entretien de 30 minutes que je ne facture pas quand les gens me contactent pour savoir déjà pourquoi ils sont venus vers moi, qu'est-ce qui les intéresse là-dedans, qu'est-ce qu'ils sont prêts à aller rechercher, quelle est leur problématique. Donc ça, c'est la problématique en fait de surface, je vais dire, parce que des fois, derrière ça, c'est autre chose qu'on va trouver. Et après, je leur adresse un document, un tableau dans lequel je vais recueillir des informations importantes pour dresser ce qu'on appelle le génosociogramme. C'est un arbre généalogique plus complet là derrière. Donc moi, je fais ça en grand sur un paperboard. Et dedans, je vais avoir besoin du nom de famille, des prénoms, des dates de naissance, des lieux de naissance, des études qui ont été faites, des métiers occupés, des problématiques de santé, des dates de mariage, des dates de divorce ou de Pacs, s'il y a les naissances, tout ce qui est autour de la naissance, donc les grossesses, combien il y en a eu, les maternités, les IVG, les fausses couches, les enfants morts-nés, les décès,
les dates de décès et les causes de décès. Parce que quand on meurt à 95 ans de vieillesse ou quand on meurt à 20 ans dans un accident de voiture, ça n'a pas la même résonance, le deuil. Voilà. Et ça, on va le faire pour la personne qui consulte, sa fratrie, ses parents, les grands-parents. Je vais remonter à 3, voire 4 générations si on peut. Voilà. Et quand j'ai toutes ces informations, moi, pour moi, je me dessine l'arbre et après, on va le faire ensemble. Et j'envoie aussi un modèle d'arbre pour que les personnes le fassent. Et surtout, je le fais faire à la main et pas sur les applications qu'on peut avoir sur les sites de généalogie. Je veux que les personnes écrivent et se connectent d'âme à âme, parce qu'on va parler d'histoire d'âme, avec les générations avant. Parce qu'on a tous une histoire, ma mamie, je l'aimais bien, mon papy, j'aimais, celle-là était méchante, elle était dure, elle était mauvaise. Le tonton machin, il était sympa quand on allait en vacances. Et là, on replonge, c'est comme si on se transposait dans le temps et on y est. Et c'est important de le dessiner pour moi. Ça, c'est mon approche à moi. Mais alors, attends, excuse-moi, 3-4 générations, moi je réfléchis par rapport à moi, c'est waouh! Il y a toi 1, tes parents 2, tes grands-parents 3, tes arrière-grands-parents 4. C'est vite fait. Oui, et encore, j'ai eu de la chance, entre guillemets, j'ai connu, moi, mon arrière-grand-mère, elle est décédée à 103 ans, j'avais 20 ans, donc je l'ai connue, mais punaise, ça reste. Tu parles, moi je bloque sur les femmes, on ne parle pas, tu vois, tu parlais toi d'une dépression postpartum. Là, on en parle aujourd'hui, mais la génération de ma grand-mère, mais j'en parle. Alors si, elle va pas me dire c'est quoi ces conneries, elle va me dire ah oui, mais on n'en parlait pas. Tu sais, c'est comme les menstruations, on n'en parle pas. Là, ça se libère, mais c'est rien que ça, c'est colossal. Mais comme tu dis, à la main, on se replonge et on revit des moments mais même Moi, là, je suis toi, quand dans tu la expliques, connexion d'âme à âme. ouais, mais quand tu expliques là, j'écoute beaucoup, c'est pas parce que je sors de l'écran, mais je repense à plein de choses que j'ai entendues, tu vois, les phrases types qui sont pas forcément dingos. Ouais, mais je vais le dire, vous allez comprendre. Toi et ceux qui nous regardent, petite, on n'avait pas le droit de mettre de pantalon. Moi, j'ai une éducation assez bourgeoise, école privée et mon père nous interdisait de mettre des pantalons. Le pantalon, c'était pour faire du sport. Moi, j'ai 36 ans, hein, donc C'est jeune quand même ouais. pour ce discours. Hein. Oui, exactement. Et ma mère, je ne sais pas pourquoi, nous disait, mais c'est pas drôle, hein, on court plus facilement la jupe levée que le pantalon baissé en tant que femme, tu vois. Et donc, mais tôt, j'ai entendu ça et c'est d'une brutalité finalement. C'était comment protéger les filles, quoi, tu vois? Et les petites phrases là, tu te dis et là je me dis: «Waouh, bon, à creuser». Je la vois ce Oh soir, je oui, il dîne y a des avec elle phrases ce toutes soir. faites. Non, mais il y a des phrases toutes faites qui sont, mais plus. Alors, pour nous, ça fait partie de notre quotidien. Un exemple, par exemple, j'ai une tante, elle adore les chaussures, elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle a des dizaines et des dizaines de chaussures. Et un jour, je dis à ma mère, elle disait oui, quand même, elle exagère, elle n'a pas d'argent, elle achète trop de chaussures. Il dit, mais je pense qu'il y a des mémoires de pauvreté dans notre famille où on n'arrivait même pas à se chausser. Je dis, tu regardes, les gens, ils se protégeaient les pieds avec des sacs de patates, là, en jute, et ils ficelaient. Il n'y avait pas de chaussures, il n'y avait pas de souliers. Et je lui dis, tu sais pourquoi? Je le sais. Tu as une expression que tu utilises souvent, c'est les va-nu-pieds. Regarde-moi ces va-nu-pieds. Ah, Va-nu-pieds. Parce ça que ça ça te ne se ramenait dit à de la plus. délinquance aussi. Mmh. Parce que justement, si tu n'avais même pas de chaussures, tu volais pour bouffer. En général, dans Paris, tous les petits gamins qui finissaient à la roquette, etc., voilà, à l'étalage, comme on dit, c'était vraiment de la survie. On était dans la survie. Quand tu n'as pas de Mmh. chaussures, bon. Elle me dit, mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Et on s'installe devant la télé, le soir, on était toutes les deux. Et elle regarde un truc aux infos, elle était énervée. Elle me fait, ouais, regarde-moi, c'est va du pied. Stop. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, je l'ai dit. Mais on s'en rend même pas compte. Oh génial. On s'en rend même pas compte. Je dis ça, Ouais. ça vient nous parler d'une extrême pauvreté dans notre famille. Et mon arrière-grand-mère, elle était ménagère dans le Pas-de-Calais et mon arrière-grand-père cassait des cailloux, quoi. Donc, il n'y avait pas de richesse. Le Pas-de-Calais en Ah 1800, oui. 1900, il n'y avait rien. Il n'y Oui. avait rien. Pauvreté, Euh, absolue, oui. Voilà. Et quand on avait des familles, moi, quand on me dit, oh, les gens, ils arrivent tout fiers. Ma grand-mère, elle a eu 13 enfants. Vous vous rendez compte que peut-être plus de 20 ans de sa vie, elle a été enceinte, votre grand-mère.
Et est-ce que vous savez combien de fois elle a dit oui à votre grand-père et combien de fois elle s'est soumise parce qu'elle n'avait pas forcément envie d'avoir des rapports sexuels tout le temps et de s'encaisser des grossesses. C'était à la campagne, on n'avait pas le confort qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut les nourrir, les bouches, etc. etc. Donc, il faut tout remettre dans le contexte. C'est pour ça que j'aime remonter. Ouais, remonte. Mais oui, mais alors, on va revenir là sur l'histoire de chaussures parce que c'est très intéressant. Donc, il y a une addiction aux chaussures. Elle a pas d'argent, mais elle en a toujours pour acheter des chaussures. Donc, toi, tu mets le doigt. On prend une généralité. Hein, on n'est pas obligé de parler de cette personne, mais toi, tu mets le doigt sur ta maman qui dit va nu-pied, les grands-parents, les arrière-grands-parents qui n'ont pas d'argent. Comment tu règles ce problème? Alors déjà, est-ce que c'est un problème d'avoir 300 paires de pompes et de pas avoir d'argent? Est-ce que c'en est un? Et si oui, qu'est-ce que la mémoire va aller changer dans la vie de cette personne? Alors, c'est pas moi qui vais déterminer que c'est un problème, c'est la personne qui vient me voir et qui me dit bon ben j'en ai assez, j'ai pas d'argent, je me mets dans le rouge parce que je suis incapable de me gérer et puis j'ai 100 paires de chaussures, j'ai pas besoin d'avoir autant de chaussures et ça me crée des soucis derrière, je paye pas mes factures parce que j'ai plein de chaussures par exemple. Bon, c'est elle qui me sollicite, donc on va comprendre pourquoi vous êtes obsédé par les chaussures. Donc on va remonter dans cette histoire de pauvreté. Là, déjà, pour moi, il y a 50% du travail qui est fait. Parce que quand elle va arriver qu'elle est en souffrance, la personne, elle est en culpabilité. Donc, dès qu'il y a culpabilité, il y avait mes estimes de soi, mais t'es nulle, ma pauvre fille. Enfin, pourquoi tu fais ça? T'arrives pas à te gérer, t'arrives pas à contrôler. Voilà, on est toujours plus ou moins contrôlant. Et là, on peut déposer la moitié du problème. C'est-à-dire, ah, d'accord, c'est lié à cette problématique de je viens réparer ça. Ma sœur, non, mais moi, oui. Mon frère non plus, il s'en fout des chaussures, mais moi, voilà, j'ai récupéré ça de mon histoire familiale. Donc, on va avoir ça et derrière, on va faire des actes symboliques. Donc, ça peut être quelque chose d'écrit, d'écrire à la grand-mère, je reconnais que tu n'as pas pu t'acheter de chaussures, etc. Ou d'y repenser, ou de se mettre un petit griri dans son sac ou machin, quand elle va aller faire du shopping et de se dire, bah, ah non, je sais, là, mamie, j'irai pas acheter des chaussures pour te rechausser à toi. J'en ai assez. Et ça devient quelque chose de… Et c'est en ça, je dis paillettes, où on va se détacher du truc et ne plus être porteur parce que et pour l'avoir vécu, moi aussi, être addict aux vêtements, puis qui allait me donner de l'assurance, une meilleure confiance en moi. Et en fait, quand je rentrais, je me disais, mais tu n'en avais pas besoin. Du coup, on tombe dans la culpabilité, mais c'est débile. Puis même le vêtement, on ne va pas le mettre. Combien j'en ai des femmes comme ça? Et en fait, est-ce que cette dépense a réglé ma problématique d'estime de moi? Pas du tout. C'est du surfacing. Ah oui, je vais me balader avec un super sac de marque à 3 000 € et des choses. Mais est-ce que ça ne vient pas parler de quelque chose qui a manqué quelque part? Donc, tout ça, on va le retravailler. Et la personne, je vais lui donner des petites astuces, tu vois, des petits trucs comme ça. Et de se dire, ah bah oui, haha, mais parle à ta grand-mère. Dis-lui, c'est OK. Oh, Parle-lui. Parlez-vous, les filles. Oui, ben oui, on peut. L'anecdote du concert de la Fondation des femmes, mais mon histoire, mais j'étais mort de rire. J'ai dit, OK, j'ai compris. Et je vous vois, les filles, j'ai compris. Ça y est, c'est fini, ça s'arrête à moi. Et les générations à venir dans ma famille, ça ira mieux. En dessous de moi, en tout cas. Tu vois, il y a plein de… Mais tes filles, notamment. Et mes filles. Mais là, ça m'a fait pleurer, mais en même temps, j'ai ri, mais j'ai un truc qui est sorti de là. Fou. C'était plus à moi. Et j'ai dit, mais vous êtes des coquines, là, franchement. Mais j'ai compris, voilà, j'ai mis en lumière vos souffrances, mais il n'y a pas que moi. Et on est en train beaucoup de travailler là-dessus, dans cette génération-là, les années qui sont là aujourd'hui, parce qu'on libère la parole, parce que, tu vois, l'avortement, il y a toujours eu. Qu'on arrête, il y a toujours eu. Mais oui. C'est fini, la loi. Il y avait les faiseuses d'anges, elles étaient passibles de prison, et la dernière, en 1944, a subi la peine de mort. Voilà, elle est décédée de ça, parce qu'elle s'aidait entre femmes et parce que c'était trop. On ne voulait pas d'enfants. 75, tu as les lois qui passent. Eh bien, aujourd'hui, ça peut être la génération suivante ou celle d'après. Quand je vois toutes ces jeunes femmes qui souffrent au niveau de leur appareil génital, quand on parle d'endométriose, des choses comme ça, mais je demande à avoir des clientes comme ça et travailler sur leur arbre parce qu'on va trouver des histoires. On va forcément trouver des histoires liées à la sexualité, à des problématiques d'enfants mort-nés, d'avortement ou d'abus. Elles viennent nous raconter l'histoire, en fait. C'est dommage, elles souffrent, mais pour nous dire,
Aujourd'hui, ça n'est plus tabou, ça n'est plus caché. Parce que dans des familles, des femmes décédées de septicémie, on n'allait pas dire que c'était suite d'un avortement. On parlait d'une appendicite péritonite, d'une vieille grippe. Voilà. C'est intéressant l'exemple que tu prends parce que tu parles d'évolution de la société, mais je ne peux pas dire que c'est un mauvais exemple, mais malheureusement, quand même, sur l'avortement, tu as beaucoup d'endroits qui font machine arrière, avec les États-Unis en tête. Donc, bon, tu ne seras pas là pour le voir ni moi, mais on peut avoir une boucle, un retour en arrière qui fait une boucle en psychogénée qui va être assez sans sas. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Tu as parlé de René, de René, des René, et des prénoms et du décodage. Qu'est-ce que le décodage et est-ce que tu peux nous donner un exemple, que ce soit avec toi ou avec moi, mais pour qu'on comprenne? Je vais prendre le mien. Ouais. Je le dis sur mon site, la petite histoire, mon histoire de vie raconte. Ma mère, depuis que je suis enfant, elle me disait, oh là là, tu devais t'appeler Elodie, mais quand ton père t'a déclaré à l'état civil, il est revenu, il m'a dit, oh, je l'appelais Nathalie. Oh, bon, hasard, donc je m'appelle Nathalie. C'est comme ça. Et je n'ai qu'un prénom. Ok, d'accord. Et quand je vais travailler en transgénérationnel et que je vais découvrir le sens caché de mon prénom, dans Nathalie, on a un prénom qui vient raconter des difficultés à l'accouchement, des décès, faire le choix entre la mère et l'enfant sur des accouchements difficiles, un enfant adopté, un enfant qui apparaîtra au moment de l'héritage. Nathalie est une femme qui choisit un mari, un géniteur plus qu'un mari. Nathalie passera sa vie à recommencer sa vie à zéro. Enfin, et quand je lis ça, je dis, mais c'est tout à fait moi, j'incarne et je porte très bien ce prénom, en fait. Et là, ça va être vraiment l'inconscient. On a l'impression de choisir en pleine conscience le prénom, mais inconsciemment, on va, comme on ne peut pas verbaliser, raconter l'histoire, on va laisser des indices à travers le prénom sur Nathalie. Donc moi, ça raconte bien qu'il y a un enfant adopté, abandonné, etc. Nathalie, ça dit ça. Sylvie, j'entends, on va travailler la langue des oiseaux, donc qui est la phonétique et le codage par la phonétique. J'entends si, il vit. Donc, on va chercher un enfant décédé avant. Baptiste, on va parler d'enfant qui n'a pas pu être d'un mort-né, qui n'a pas pu être baptisé. Oui. Donc, on va aller chercher et donc, on va avoir un enfant ou une personne qui va avoir des problématiques dans sa vie, des problématiques de vie ou de ne pas choisir sa vie ou de ne pas arriver à entreprendre quoi que ce soit, etc. Et on va aller chercher où est cet enfant dont on ne parle pas, puisque on va remonter au-dessus. Donc, on n'en parlait pas. La femme, on lui disait, tu vas en refaire un, c'est pas grave, tu vas faire ton deuil, tu vas guérir. Mais non, ça restait. Sylvie, si tu veux un exemple, par exemple, la petite jeune femme dont je te parlais sur les problèmes de fidélité me dit aussi, mais de toute façon, je n'ai pas confiance en moi, comme ma mère qui n'a pas confiance en elle. Ah bon, et pourquoi ta maman n'a pas confiance en elle? Parce que ma grand-mère n'était pas gentille avec elle, disait qu'elle était grosse et bête. Je dis, bah, ta mère, et avant elle, il y a une fille, ta tante, après, il y a ton oncle. Je dis, bon, ta tante, elle arrive en 1. Bon, on veut le choix du roi pour assurer la descendance du patronyme, l'héritage, etc. Si on a une fille en 1, on se dit, bon, on va avoir un second enfant, on aura un fils. Ben non, c'est ta mère. Deuxième fille, bon, déception. Puis en 3, ben, on a le garçon. Donc c'est réparé, on a un fils. Elle me dit, ah oui, et puis en plus, quand mon oncle est né, alors lui, c'était le roi, du coup, ma mère, elle est devenue complètement transparente. Et je lui dis, et ta tante? Bon, non, elle, tout va bien. C'est ma maman qui souffre. D'accord. Et sa maman s'appelle Sylvie. Puis derrière, il y a un prénom à usage mixte. Tu vas avoir un Dominique, un Pascal, un qui peut être féminin, masculin. Et je lui dis, moi, j'ai un doute là quand même. Je lui dis, si il vit, nous l'aurions appelé Dominique, par exemple. Donc, je suppose qu'entre ta tante et ta mère, ta grand-mère a perdu un bébé qui devait être un petit garçon. D'où la déception quand ta maman, elle arrive. Elle me dit, mais non, j'en ai jamais entendu parler. Et je lui dis, regarde à quel point ta maman souhaitait réparer. Elle est quoi, son premier métier pendant 20 ans? Infirmière en néonat, dans des services qui sauvent les prématurés. Et si on avait sauvé le prématuré, peut-être que Sylvie aurait été peut-être pas née ou acceptée différemment si ce garçon avait pu vivre avant. Elle me dit, mais non, j'en ai jamais entendu parler, Nathalie. Elle s'en va, le soir, elle m'envoie un SMS, elle me dit bravo. Il y avait un petit garçon entre les deux, qui aurait dû naître. C'est impressionnant quand même comment notre
vie peut être écrite à l'avance. Ça fait peur, hein. Bah, je dis toujours, je fais un rapport à l'informatique, je dis pour sortir une image sur un écran ou des choses, tu vas avoir une suite de chiffres et de lettres. Et ça, associé, ça va donner vie à quelque chose. Eh bien, nos dates de naissance, nos prénoms, nos métiers viennent raconter quelque chose. C'est comme un encodage pour qu'on puisse décoder quelque chose. Ma maman était secrétaire. Ses sœurs, à un moment donné, ont été secrétaires. Après, elles ont fait d'autres métiers, mais toute sa vie, ma mère était secrétaire. Secrétaire. Punaise. Et oui, mais c'est hallucinant. Et alors, donc, toi, tu vas te servir de beaucoup de choses, des prénoms, évidemment. Alors, quand tu dis que tu te sers des dates de naissance, est-ce que tu fais de la numérologie ou absolument pas? Non, pas du tout. Même si je m'y intéresse, je ne vais pas travailler là-dessus. On va travailler sur ce qu'on appelle le cercle de vie. Donc, il y a ta date de naissance, ta date de conception, le point de vie et le point de gisant. Donc, c'est de 3 mois en 3 mois, en fait. Et là, on va chercher dans l'arbre. Donc, on va calculer, moi, 1er décembre, on va chercher ma date de conception, c'est en mars. Et puis, on va avoir juin et puis on va avoir septembre. Bon, dans mon point de vie en juin, je suis en lien avec ma grand-mère maternelle qui est née le 9 juin. Mais un truc que je vais découvrir super tard, ma grand-mère m'en parlera jamais. C'est une discussion avec ma tante, mais il n'y a pas très, très longtemps. En fait, ma grand-mère avait une sœur jumelle et qui est décédée 15 jours après d'une maladie qu'on va dire du sang bleu à l'époque. Et voilà. Et moi, je suis en point de vie avec ça. Donc, c'est un lien invisible avec cette grand-mère. Mars, c'est en lien avec la date de naissance de ma mère. Décembre, ma date de naissance, je suis liée à… C'est pour ça que moi, j'ai un sac à dos bien chargé, hein, avec ma grand-mère paternelle. Tu vois. Et le gisant, le gisant, c'est ce qui peut être un peu compliqué dans la vie d'une personne si elle vient pour soulager une famille du chagrin de la perte de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne faut pas elle va certainement récupérer le projet-sens de cette personne-là. Donc, c'est une personne qui ne va pas avoir l'impression de vivre sa vie. Donc, c'est des gens qui vont être plutôt un peu tristes ou même dans la façon de s'habiller. On va s'habiller beaucoup en noir. On ne va pas prendre de décision. Enfin, tu vois, on va avoir des petits indices et coller bout à bout. Voilà. Et avec les dates, on va aller chercher si tu es en lien avec un tel ou un tel. Si on a date et prénom, voilà. Tu vois, Van Gogh, c'en était le signe. Son frère est décédé. Lui, il est né le même jour que son frère, 1 an après ou 2 ans après, je ne me rappelle plus bien, et on lui donne le même prénom. Donc, il était psychotique, cet homme. Parce qu'on ne peut pas être la réincarnation d'un mort, quoi. Ce n'est pas une vie. Et donc c'est l'importance des dates quand même. C'est dingue. Moi, je trouve ça fascinant. Parce que comme tu le dis, il n'y a pas de hasard en fait, et que si on accepte de remonter un peu, et oui, 3-4 niveaux, c'est pas fou. Ça demande un petit travail de recherche, mais si on accepte de monter, ne serait-ce qu'un peu, on peut régler et comprendre surtout énormément de choses. Tu vas voir, par exemple. J'adore, moi, chercher dans les archives numérisées, parce que c'est vraiment les documents originaux, c'est les registres avec l'écriture de l'époque, etc. Tu trouves une petite Angélique qui se marie avec un Auguste, elle a 18 ans, Auguste, il a 30 ans, elle est domestique, et l'enfant qu'elle a, naturel, va être légitimé au moment du mariage. On peut se dire qu'il y a un enfant illégitime, il y avait encore le droit de cuissage, et donc le maître, l'employeur, il avait le droit d'user de ses droits physiques sur ses petites domestiques. Eh bien, ça va créer un problème dans la descendance, puisque et souvent, on va pouvoir avoir un petit Charles, un petit Louis, un petit Henri qui vient nous rappeler qu'il y a des origines nobles, parce qu'en général, quand tu travailles au service de quelqu'un, c'est qu'il y a des moyens. Et en dessous, on va avoir des difficultés dans la descendance avec l'argent, avec l'alcool, tu vois, des choses comme ça. Et on va aller retrouver qu'il y a un enfant qui a été légitime au moment du mariage. Donc, il n'y a pas le bon père, tu vois. Quand il y a un nom de famille qui est un prénom, on peut aller chercher s'il n'y a pas un enfant abandonné au-dessus. Alors, moi, j'ai un prénom, donc Albert, et il y a un truc qui m'a marqué, donc notamment à l'enterrement de papa, c'est que c'est un caveau de famille, mais très, très ancien, et c'est la famille Bordelais. C'est quand même marrant, parce que Bordeaux-Bordelais, ça, c'est pas compliqué, mais tu te dis, il n'y a vraiment pas d'identité. Parce que famille Bordelais, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait qu'une. Ou on est les précurseurs de Bordeaux, mais je pense pas.
Non, ou ça peut être, alors au moment où il a fallu créer les registres d'état civil pour identifier les gens, avant on n'avait que des prénoms, bien souvent, ben, soit c'était leur localité, soit c'était leur métier. Donc, monsieur Boulanger, Mmh. monsieur Forgeron, monsieur machin, monsieur Mmh. Legrand parce qu'il était grand, monsieur Petit parce qu'il était petit. On Ouais. on a cherché des signes distinctifs pour pouvoir créer un état civil, mettre un prénom et derrière quelque chose qui va devenir le patronyme, en fait. Mmh. Alors moi, ce Bordier, qui c'est quelqu'un m'interpelle, qui est dans la région de Bordeaux. ouais, moi, ce qui m'interpelle, c'est tout un travail et je me dis, faut pas le prendre mal, hein, ceux qui nous regardent, mais ce travail, il est pas à la portée de tout le monde parce que ça demande une connaissance et une culture assez ouverte. Alors, ça peut s'apprendre à force, mais c'est vraiment beaucoup de travail de fond. Ouais, mais ça, c'est si ça t'intéresse, moi, parce que je suis passionnée. L'idée, la personne, quand elle vient, c'est résoudre une problématique. Elle a pas besoin de remonter sur 10 générations. Quand on a compris Ouais, d'où ça mais vient et qu'on mmh, libère, après, j'ai des personnes qui sont hyper curieuses. J'ai des gens qui arrivent, ils ont des arbres, mais ça a déjà été fait. Donc, je dis non, non, on va pas aller aussi loin. Mais je vais jusqu'en calmez-vous. 1500. On va peut-être pas aller jusqu'en 1500. Mais Mmh. donc, on n'a pas besoin d'être un passionné par l'arbre, c'est pas nécessaire. Après, moi, je suis comme ça de base, j'aime fouiner, ou peut-être parce qu'il y avait des secrets, je suis quelqu'un qui aime fouiner. Je me dis que je suis un peu détective, tout ce qui est enquête, tu vois, quand tu me parles de meurtre, même ça m'intéresse. Et même ça, je me dis, et je me suis retrouvée l'autre jour dans le train avec une dame qui est docteur en recherche, en justice, justement, et qui travaille sur la loi et qui travaille dans les prisons, etc. C'est une jeune femme, mais hyper intéressante. On a parlé tout le long du voyage. Et je lui disais, je serais curieuse d'aller travailler aussi dans les prisons sur l'histoire généalogique de ces personnes et de dire pourquoi je deviens délinquant, pourquoi je deviens un voleur, pourquoi je deviens un violeur, pourquoi Non, je deviens... alors là, C'est quoi la mémoire? Qu'est-ce qui vient raconter? Pourquoi il y a cette dissonance? Parce que tout le je système est t'encourage, existe. je t'encourage et là, j'attends une émission de dingue sur une des plus grandes chaînes YouTube, mainstream. Alors ça, moi, ça m'intéresse, mais tout m'intéresse. Mais, ça serait Et passionnant effectivement. je me dis, on s'incarne tous, entre guillemets, vierges d'histoire et je crois à En fait, l'incarnation et au message qu'est-ce qu'on vient faire. Mais pourquoi moi, ça va et pourquoi l'autre, il part dans... Alors, on va y avoir des pathologies, des folies, etc. Mais même enfin, des problématiques d'identité. Quand je travaille sur une personne et qu'elle me dit oh ben, mon grand-père est arrivé au Brésil, mais il a volé l'identité de quelqu'un. Et quand il est mort, bien, il y a une autre femme qui est arrivée avec d'autres enfants aux obsèques. Bah ouais, pour assumer la double identité, il avait double foyer. Mais il n'est pas conscient de faire ça, le monsieur. mmh, Et en dessous, on a complètement. des schizos, Eh double ouais, identité, oh la vache. des doublements Ouais. d'identité. Tu vois, je ne suis Mmh. pas psychiatre. Je ne vais pas faire. Mmh. Voilà, ça va conditionner les choses. Tu ne peux pas être né Monsieur Durand et prendre les papiers de Monsieur Dubois et te faire appeler Monsieur Dubois, tu es Monsieur Durand. Non, mais je comprends, c'est C'est très, des idées que j'en ai très eues. intéressant. Dans son nom de famille, il y a Barthélemy, cette personne, elle a tous ses organes inversés, cette jeune femme. Elle a son cœur à droite et parfaitement inversé, ce qui fait que c'est viable. Elle peut vivre longtemps comme ça. Et en travaillant sur son histoire, ça me vient, parce que parfois, à force de lire et de trucs, et plus les connexions, je dis, tu as certainement des ancêtres qui ont dû se convertir au catholicisme à l'époque de la Saint-Barthélemy. Parce que ça a bardé très fort, il y a eu des assassinats, etc. Et Oui. moi, comme je suis de Pau, l'histoire d'Henri IV, les protestants, je connais. Et ça n'a pas été tendre. Et elle était d'une région où Henri IV avait fait construire des thermes et des châteaux, etc., un château et autres. Et pour avoir vu justement une série qui est passée il n'y a pas longtemps, justement, sur cette période-là, on n'avait pas le choix. Soit on tuait nos enfants, mais si on voulait sauver sa peau, il fallait changer de religion. Donc j'ai mis mon cœur vrai est resté là, mais symboliquement, j'ai fait passer de l'autre côté à cette période-là pour sauver la peau de la famille. Et il y en a une, c'est une maladie tellement rare, il y a une sur des milliards de gens qui ont cette maladie. Putain, c'est énorme. Pourquoi mes organes vont être inversés? Donc moi, je vais toujours me poser plus de questions. J'adore. Après, les gens ont envie de savoir, ils n'ont pas envie de savoir. Mais moi, je suis dans Mmh. mon petit délire et ça me donne matière. Et c'est pour ça à écrire des histoires fantasmées quelque part, mais qui partent d'histoires réelles. Où je me dis, mais le monde, c'est la magie de nos histoires. Et bon, il y a des drames très, très lourds, mais c'est arrivé aussi
à se déconnecter de cette histoire lourde qui ne nous appartient pas pour vivre notre meilleure vie derrière, essayer au moins. Alors, je ne suis pas magicienne, hein, je le dis, parce qu'il y a des gens qui croient qu'une séance va bouleverser leur vie et puis que tout va s'arrêter du jour au lendemain. C'est aussi un chemin vers soi. Parce que quand moi, je pense que je ne suis plus à ma place et que, ben, en fait, ma vie, elle est construite sur du mensonge et du non-dit. Il y a un moment où tu ne vas pas être bien. Tu vas dire, mais en fait, alors si ça, on me l'avait dit avant, je n'aurais pas fait ces choix-là, je ne me serais pas mariée avec un tel, je n'aurais pas là. Et donc, tu es un peu dans la colère. Tu te dis, mais merde, c'est dégueulasse, j'ai passé 25 ans. Donc, il faut digérer, il faut accepter et accepter de changer des choses pour être vraiment soi. À ce moment-là, et la vraie moi, il faut la rencontre de son vrai soi. Donc, ce n'est pas non plus la baguette magique, c'est des actes psychomagiques. Mais c'est juste qu'on a moi, je dis, j'ai mon petit panier Joséphine Ange Gardien, puis je te sors un râteau, une pelle, un machin, un truc. Et c'est quand je repars vers les choses qui me posent problème et qui sont un petit peu mes travers, de me dire, oups, là, ressors ton petit outil, reviens sur ton histoire, relis ton histoire, et là, tu comprends que. J'ai une question qui me vient. Alors, c'est hyper personnel. Hein. Ma sœur habitait à Mayotte, et Mayotte, il y a eu un petit problème d'état civil. Alors, pas pour ma sœur, mais pour les Mahorais, parce que Mayotte est devenu un département français. Donc, il y a plein de gens. Elle travaille à l'hôpital. Et ce qui la faisait marrer, c'est qu'elle recevait des gens en tant qu'infirmière qui leur donnaient un âge. J'ai 36 ans, alors qu'elle me dit clairement, elle en a 20 de plus. Alors, quand c'est sur Tinder, c'est rigolo. Quand c'est à l'hôpital, parce qu'il y a des pathologies cardiaques, ça l'est moins. Et en fait, il y a eu un recensement qui a été fait, et notamment à Mayotte et certainement d'autres endroits du monde, tu as énormément de gens qui sont nés un 1er janvier. Donc, clairement, c'est des gens qui ne connaissent pas leur date de naissance. Alors, est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Et si c'est le cas, comment faire? Ben oui, on va travailler sur autre chose. On va travailler sur le nom. Tu sais, quand j'ai des personnes du Maghreb, les états civils, ça ne fonctionnait pas. Quand on va travailler sur les grands-mères, les dates de naissance des enfants, il y a des enfants quand les gens en plus sont migrés, les personnes qui me consultent, elles n'ont pas l'information. Donc, on ne va pas monter si haut, on va pas. Voilà, on travaillera sur autre chose. Autre chose. Ouais, le prénom. Le prénom ou même le métier. J'ai eu un jeune monsieur, j'ai que son métier, il a un jumeau, son papa, sa maman, ils sont du Cap-Vert, et sa grand-mère, point. C'est juste le prénom du père qui me fait penser qu'il y a forcément des origines juives. Et là aussi, je vais aller faire des recherches. Et parce que dans l'échange, ce monsieur, ce jeune homme fait des études pour être gestionnaire de patrimoine, qu'il s'est interrompu 1 an pour des problèmes de santé, dont une circoncision. Mais je lui dis, mais tu n'as pas de religion? Non, non, pas du tout. Donc, ça s'appelle une postectomie, pas une circoncision. Et que le papa, il a un prénom juif portugais. Et que quand je vais faire des recherches sur l'histoire du Cap-Vert, c'est un passage qui était un stationnement pour les bateaux qui faisaient du trafic d'esclaves. C'était sur la ligne qui passait trafic d'esclaves d'Afrique. Et aussi, c'était une terre d'asile pour les juifs marocains persécutés. D'accord. Donc, on n'a pas grand-chose. On a l'histoire aussi, la grande histoire, la petite histoire dans la grande histoire. Et bizarrement, voilà, il me raconte que son papa, en fait, il va très mal, mais parce que son papa, eh bien, je dis qui est le père, ben, il me dit c'était le propriétaire terrien qui avait un ranch où travaillait ma grand-mère, et mon père pense qu'il est né, enfin, d'un abus de ce monsieur il en est sûr. Voilà. Eh bien, ce monsieur n'a pas fait fortune, mais il est né d'un homme riche qui n'a pas reconnu son enfant. Et qu'est-ce qu'il fait, le descendant qui a plus d'informations? Il va faire de la gestion de patrimoine, vu qu'il n'y a pas eu de transmission de patrimoine. Tu vois, on va retrouver invisiblement le truc. Ok, c'est dit. Après, on n'en aura pas plus. Je ne vais pas inventer des histoires. Voilà. Il y a des personnes, on va revenir et revenir. Mais je ne peux pas. J'ai des codes, il y a des trucs, je ne sais pas, je ne sais pas. Et ce n'est pas le but. Je ne sais pas. Je peux dire, je ne sais pas. Donc après, quand ça bloque ou des trucs comme ça, on peut aller sur l'hypnose, on peut aller sur les vies antérieures, on peut aller aussi dans les archives akashiques si les gens ont envie d'explorer un peu plus loin leur histoire. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je travaille avec des choses tangibles et parfois des petites informations qu'on m'envoie
pour me guider un petit peu Ouais, d'invisible. Ouais, 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 ça je le ouais, sais. c'est bien. Je le sais. Mmh. Mais voilà, c'est tout à fait. Mais ah non, mais j'ai tellement de belles histoires à raconter, mais de trucs. Et où on a des libérations, c'est même pas ça qu'on souhaitait avoir. C'est l'enfant qui va complètement changer d'attitude alors qu'on a été libéré. 2 enfants que la grand-mère a perdus suite à une méningite. Et la petite fille, qui est une maman de 40 ans, se retrouve prof dans un collège en face le café où vivaient ses grands-parents avec les petits-enfants qui n'ont pas eu de sépulture, etc. Et donc, on va faire des actes symboliques. Et quelques jours après, cette dame, elle va se célébrer. Je leur dis toujours aux gens, quand ils font quelque chose, faites-vous un cadeau pour vous remercier d'avoir libéré. Et son fils essaie de l'appeler. Et en fait, elle le rappelle après, c'est un soin tout simple. Et il lui dit on ne comprend pas, regardez la télé avec ma petite sœur, et qui est une enfant qui est agitée, ils n'arrivent pas trop à la canaliser, ça leur prend la tête et tout. Et il y a le pot de fleurs qui est en haut de la bibliothèque qui lui est tombé sur la tête, mais on ne sait pas comment. Et là, on prend ça quand même comme un truc un petit peu spécial. Et quelques jours avant notre rendez-vous de suivi, puisqu'on a des rendez-vous de suivi, ma consultante et son mari se font la réflexion, ils se disent mais parce que lui était OK avec les actes qu'elle a fait, tu ne trouves pas que notre fille a complètement changé? Et elle me dit notre enfant s'est apaisé. Le but, c'était pas ça. C'était compliqué. Elle en Ouais. souffrait, la maman. Elle me disait Mmh. elle est dure à gérer, son frère est calme et tout, mais elle nous en fait voir. Et l'idée, c'était d'offrir des obsèques à ces 2 petits-enfants. C'était passé dans un contexte voilà, violent. Et surtout que la maman de ma consultante, en l'espace de 6 mois, il y a ces 2 qui décèdent et la maman de ma consultante qui naît. Donc, il y a une balance des comptes à faire, c'est 2 décès, une naissance, du chagrin, une naissance sur un chagrin. Comment la maman peut accueillir la joie de la naissance alors qu'elle vient de perdre 2 de ses enfants, de maladies graves, Mmh. subitement, comme ça, très vite. Eh bien, cette personne, l'univers va la ramener dans une ville de Bretagne, dans un collège, en face de chez ses grands-parents. C'est bien qu'on l'a investi d'une mission. Ouais, complètement. Mais ça, c'est fou. Et comme tu dis, il y a des libérations collatérales, on dira. Donc, moi, ce que je retiens, déjà, moi, je suis très curieuse, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais c'est qu'il faut pas hésiter parce que c'est plein de surprises. Et je le redis parce qu'on a peut-être fait un peu peur au début. Faut dire que ta vie à toi, ta découverte, elle est assez particulière. Il n'y a pas des secrets de famille dans toutes les familles et tu n'en déterres pas et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'aller travailler sur une problématique. Et, Non, et moi, je trouve ça et puis à passionnant. côté, il y a de belles transmissions. On va se rendre compte, ah ouais, mais ça, ah, c'est super, etc. C'est juste, voilà, le blocage et voilà, les histoires d'amour impossibles, les difficultés à enfanter. C'est pareil. Quand j'étais jeune, je travaillais dans un club de golf, il y avait un couple plus âgé que moi avec qui j'avais sympathisé. Ils ont essayé pendant 10 ans d'avoir un enfant. 2 ans d'accompagnement à la DAS pour pouvoir adopter. Ils adoptent une petite fille eurasienne. La dame s'appelait Sylvie. Moi, j'ai 20 et quelques années. Je ne suis pas du tout dans cet univers à l'époque. Hmm. Ils accueillent cette petite fille. 6 mois après, l'enceinte, ils ont un petit garçon naturel. Elle s'appelait Sylvie. Donc, si aujourd'hui je travaillais l'arbre de cette personne, il y a un enfant qui n'a pas survécu, un premier, puisque la petite fille prend la place du 1, on peut accueillir un 2. Et combien il y en a qui n'arrivent pas à avoir le 1? J'avais vu, j'adore les émissions de Faustine Belair, un couple qui témoignait. Ils ont un accord d'adoption, on leur attribue un bébé, on leur dit dans 2 mois, vous avez un bébé qui arrive. La dame tombe enceinte. Ils ont accueilli en même temps, à quelques mois d'intervalle, un bébé adopté, un bébé naturel. Il y en a plein des exemples comme Ah, ça. c'est des belles histoires, ça. Donc, on est sur une belle histoire, là. On finit sur quelque chose Hmm. de joli. Bien sûr, mais évidemment. Voilà, ça n'a rien Hmm. de sordide. Hein. Et après, Non. effectivement, les gens me consultent parce qu'ils ont des blocages. Qui va aller Hmm. consulter quand j'ai l'amour, j'ai l'abondance dans tous les domaines et je suis en pleine santé? C'est à qui? Je ne vais pas m'interroger, savoir qui m'a transmis tout ça. Non, c'est clair. En tout cas, merci parce qu'on a bien compris ce que c'était que la psychogénéalogie. On a bien compris tous les décodages, tout le déroulé d'une séance, ce que ça peut apporter. On finit sur une note positive, donc ça, c'est sympa. Et vraiment, mais merci beaucoup parce que moi, Je t'en ça me prie, donne envie. C'est mais je t'en prie, passionnant. c'est tellement. Moi, c'est un métier passion, c'est un métier joie. Ça se sent. Le matin, quand je pars au travail et quand je rentre, et puis j'ai pas d'heure, et puis
puis, en plus, avec l'outil Internet, j'ai tellement de gratitude parce que je suis sollicitée d'un petit peu partout et ça me nourrit parce que du coup, je me documente et je comprends le fonctionnement des gens, etc., et des sociétés différentes des nôtres ou autres. C'est magique. Je peux dire qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais ça, j'avais pas pensé. Ah, mais j'avais pas compris que je fonctionnais comme ça. » Mais effectivement, ça fait sens. Déjà, ça fait sens. Et après, on va trouver des actes symboliques sympas. Et parfois, j'ai des personnes qui ne suivent pas parce que elles sont pas prêtes, parce qu'elles sont pas prêtes au changement non plus, parce que c'est pas la psychogénéalogie qui va changer ta vie, c'est la compréhension du mode de fonctionnement que tu as mis en place par rapport à une systémie familiale et comment je me sors de ça pour être pleinement moi et moi toute seule ou tout seul cheminer dans ma vie et me libérer de ça et être en bonne santé. Je travaille beaucoup en décodage biologique. Voilà. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'elle vient me raconter, la maladie? Et des fois, je reçois les documents, et je construis l'arbre, je pose les maladies et je sais sur quoi je vais tomber. Alors, du coup, c'est les abus. Moi, je suis destinée à gérer tout ce qui est trait à la sexualité des femmes, aux abus et aux choses comme ça. Ça, c'est vrai. Mais ça mériterait une seconde émission quand même, parce que ça, c'est des sujets complets qu'on ne peut pas balayer, et passionnants. Et tu vois, là, tu m'as interpellée avec cette histoire d'avortement, d'endométriose. Et ouais, je pense que c'est passionnant et qu'on te reverra si tu le désires. Ah oui, vraiment. Donc, j'essaie via les réseaux de communiquer avec des jeunes femmes qui médiatisent un peu. Alors, des fois, la maladie, elle sert aussi. Hein. Si je sors de ma maladie, est-ce que je vais gérer ma vie différemment? Mais franchement, s'il y a des personnes qui m'entendent et qui veulent faire un travail avec moi, pour qu'on puisse mettre en lumière des choses qui ne leur appartiennent pas et dont elles sont porteuses d'un secret à travers la maladie qui doit être révélée pour que tout le monde aille bien. Il n'y a pas que ça, mais bon, après, je vais me confronter à la médecine allopathique qui va dire « aller percher celle-ci ou autre », mais non. Non, mais ça fera certainement l'objet d'une autre... J'ai tellement de cas, j'ai tellement vu de... Enfin, voilà. Je vais voir les asthmes, les problèmes pulmonaires, la gorge. En plus, je travaille avec les chakras, donc c'est l'expression. Quand je vais bloquer ma thyroïde, mes hormones, les surrénales, la peur, pourquoi je suis en peur constante, eh ben, je vais développer telle pathologie. Ça vient de... Enfin, on pourrait refaire des émissions. On en refera une, oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, je le mettrai en début d'émission, mais c'est vrai que s'il y a des gens qui sont évidemment intéressés par la psychogénéalogie, contactez Nathalie. Tous ces liens sont sous la vidéo. Mais si en plus, il y a un questionnement sur des pathologies, sans rentrer, on a bien compris, tu n'es pas médecin, tu n'es pas psychiatre. Et comme tu as dit par rapport à la schizophrénie, ça, on comprend bien. Mais si en parallèle des traitements que vous avez, ça vous intéresse d'avoir une autre lecture, la psychogénéalogie peut énormément aider. Mais je pense qu'on fera une seconde là-dessus, une seconde émission. Ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir, j'ai plein de choses à raconter, donc c'est bon. On peut travailler. Nathalie revient dans quelques semaines, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Et puis à très bientôt. Du coup, on a une autre émission à préparer. Ok, à très vite. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.